Alors dans cette vidéo, je vais parler des objets, comment on fait des objets, et je vais parler sur le constructeur Object. Donc on l'avait déjà vu un petit peu. Donc la propriété d'un objet est un ensemble de paires-clés-valeurs. La valeur peut être de tout type, primitive, objet, fonction. Primitive c'est number, les chaînes de caractères, et l'autre je l'ai plus en tête. Bon, c'est les basiques, hein. Donc l'objet c'est un objet dans un objet, et une fonction c'est une fonction. Donc pour les primitives, il y a 6 types de données primitives, donc le string, number, booléen, nul, undefined, et symbole. Et donc il y a 3 méthodes pour définir des propriétés sur un objet. Donc là je vais créer un objet, donc const mon objet égale les accolades, et après je vais marquer nom par exemple. E-génie climatique. Si je fais un CTRL S, ok. Et là, si je fais un console log mon objet, CTRL S. Donc là, je viens de créer un objet donc avec la key nom et la value qui est une chaîne de caractères E-génie climatique. Donc là, je vais rajouter d'autres propriétés à cet objet. Hein. Je vais rajouter une clé et une valeur. Donc l'autre manière, c'est ça. Donc je vais écrire directement mon objet avec la notation par point. Donc je vais marquer âge, et l'âge du blog il a 10 ans. Donc là je mets une valeur numérique, si je fais CTRL S, on voit que la key âge et la value 10 ont bien été ajoutées. Donc ça c'est la première méthode, ça c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode c'est celle avec les crochets. Donc mon objet, la notation par crochet, je vais écrire sujet du blog, et là je vais mettre égal, et là je vais mettre une chaîne de caractères, la technique en général. Voilà. Si je fais CTRL S, on peut voir que dans mon objet, donc j'ai les 3 keys, donc âge, nom, sujet, avec la valeur numérique 10 et les chaînes de caractères E-génie climatique et la technique en général. Donc ça marche bien. Et lorsque l'on clique ici, là, on a le prototype objet. Donc là, on voit des propriétés, define getter, define setter, constructor, pas mal de choses qui sont encore obscures pour le moment. Et donc, pour utiliser les objets en JavaScript, donc sur l'MDN, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, il y a un guide, JavaScript, utiliser les objets. Donc, JavaScript est conçu autour d'un paradigme simple basé sur les objets. Un objet est un ensemble de propriétés, et une propriété est une association entre un nom, aussi appelé clé, et une valeur. La valeur d'une propriété peut être une fonction, auquel cas la propriété peut être appelée méthode. En plus des objets natifs fournis par l'environnement, il est possible de construire ses propres objets. Ce chapitre aborde la manipulation d'objets, l'utilisation des propriétés, fonctions et méthodes. Il explique également comment créer ces objets. Donc il y a les objets que l'on crée et les objets natifs. Donc là ils disent un aperçu des objets. À l'instar de nombreux autres langages de programmation, on peut comparer les objets JavaScript aux objets du monde réel. En JavaScript, un objet est une entité à part entière qui possède des propriétés. Si on effectue cette comparaison avec une tasse par exemple, on pourrait dire qu'une tasse est un objet avec des propriétés. Ces propriétés pourraient être la couleur, la forme, le poids, le matériau qui la constitue. De la même façon, un objet JavaScript possède des propriétés, chacune définissant une caractéristique. Donc les objets et les propriétés. Un objet JavaScript possède donc plusieurs propriétés qui lui sont associées. Une propriété peut être vue comme une variable attachée à l'objet. Les propriétés d'un objet sont des variables, tout ce qu'il y a de plus classique, exception faite qu'elles sont attachées à des objets. La propriété d'un objet représente ses caractéristiques et on peut y accéder avec une notation utilisant le point de la façon suivante. Donc ça on vient de le voir. Donc comme pour les variables JavaScript en général, le nom de l'objet et le nom des propriétés sont sensibles à la case. On peut définir une propriété en lui affectant une valeur. Ainsi, si on crée un objet ma voiture et qu'on lui donne les propriétés fabricant, modèle et année, donc là on peut voir qu'il utilise l'opérateur new et l'objet natif qui est object. Donc c'est ce qu'on appelle un constructeur. Alors que moi l'objet je l'ai créé directement en mettant les accolades. C'est une notation raccourcie pour créer les objets. Les propriétés d'un objet qui n'ont pas été affectées auront la valeur undefined et non nulle. Donc si je crée ma voiture sans propriété, j'aurai undefined. On peut aussi définir ou accéder à des propriétés JavaScript en utilisant une notation avec les crochets, voire page sur les assesseurs de propriétés pour plus de détails. Donc ça on l'a vu. Les objets sont parfois appelés tableaux associatifs. Cela peut se comprendre car chaque propriété est associée avec une chaîne de caractères qui permet d'y accéder. Ainsi, par exemple, on peut accéder aux propriétés de l'objet ma voiture de la façon suivante. Donc là, c'est la notation avec des crochets. Le nom d'une propriété d'un objet peut être n'importe quelle chaîne JavaScript valide, ou n'importe quelle valeur qui puisse être convertie en une chaîne de caractères, y compris la chaîne vide. Cependant, n'importe quel nom de propriété qui n'est pas un identifiant valide, par exemple, si le nom d'une propriété contient un tiret, un espace ou débute par un chiffre, devra être utilisé avec la notation à crochet. Cette notation s'avère également utile quand les noms des propriétés sont déterminés de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le nom de la propriété avant l'exécution. Par exemple, donc là on a un exemple. Donc ça on l'a vu dans un autre exercice, j'avais utilisé la notation par crochet parce que j'avais fait une boucle for, donc la valeur i changeait à chaque tour de boucle, donc on était obligé d'utiliser la notation par crochet pour pouvoir accéder aux propriétés de l'objet.
On notera que les valeurs utilisées entre les crochets sont automatiquement converties en chaîne de caractères grâce à la méthode toString. Donc la méthode toString convertit en chaîne de caractères. Sauf si ces valeurs sont des symboles. Donc ça, c'est des trucs avancés. Les symboles, c'est nouveau. En effet, les noms des propriétés pour les objets JavaScript peuvent être des chaînes de caractères ou des symboles. Ainsi, dans l'exemple précédent, lorsqu'on ajoute la clé objet sur mon objet, le moteur JavaScript appelle la méthode objet.toString et utilise la chaîne de caractères envoyée par cette méthode comme nom pour la propriété. On peut également accéder aux propriétés d'un objet en utilisant une valeur qui est une chaîne de caractères enregistrée dans une variable. La notation avec les crochets peut être utilisée dans une boucle for-in, donc ça il faut que je fasse une vidéo là-dessus, afin de parcourir les propriétés énumérables d'un objet. Donc les propriétés énumérables d'un objet, donc si énumérable, donc ça c'est dans le navigateur, lorsque l'on clique là à un moment donné on a accès au prototype, tout ça là, et à un moment donné il y a marqué énumérable, true ou false. Si c'est true ça veut dire qu'on peut avec une boucle for in parcourir les propriétés de l'objet, si c'est false on ne peut pas. Pour illustrer comment cela fonctionne, on définit la fonction suivante qui affiche les propriétés d'un objet qu'on lui a passé en argument avec le nom associé. Donc les objets c'est hyper important, c'est pour ça que j'insiste dessus. Si on appelle la fonction avec affiche propre ma voiture, cela affichera le contenu suivant dans la console. Ok. Donc voilà, donc parcourir les propriétés d'un objet. Donc à partir de CMAScript 5, il existe 3 méthodes natives pour lister, parcourir les propriétés d'un objet. Donc la première c'est les boucles for-in qui permettent de parcourir l'ensemble des propriétés énumérables d'un objet et de sa chaîne de prototypes. Donc les prototypes c'est la manière dont est conçu le langage JavaScript, c'est particulier, pour le moment je ne maîtrise pas. Object.keys avec un argument qui permet de renvoyer un tableau contenant les noms, clés ou keys des propriétés propres, celles qui ne sont pas héritées via la chaîne de prototype d'un objet O pour les propriétés énumérables. Object.getOutPropertyName qui permet de renvoyer un tableau contenant les noms des propriétés propres, énumérables ou non d'un objet O. C'est le nom de l'objet. Avant ECMAScript 5, il n'existait aucune méthode native pour lister l'ensemble des propriétés d'un objet. Cependant, on pouvait utiliser le code suivant pour y parvenir. Donc cela peut être utile pour révéler les propriétés cachées car leur nom est réutilisé dans la chaîne de prototype. Pour lister les propriétés accessibles, il suffit de retirer les duplicata du tableau. Ok, donc ça on l'a vu. Créer de nouveaux objets. Un environnement JavaScript possède certains objets natifs prédéfinis. En plus de ces objets, il est possible de créer ses propres objets. Pour cela, on peut utiliser un initialisateur d'objets. On peut aussi créer un constructeur, puis instancier un objet avec cette fonction en utilisant l'opérateur new. Donc lui, il est important, là, on va le voir bientôt, on va le voir là, pour faire des instances et des instances de classe. Utiliser les initialisateurs d'objets. On peut créer des objets avec une fonction qui est un constructeur, mais on peut aussi créer des objets avec des initialisateurs d'objets. Pareil, il y a la notion de constructeur à comprendre, hein, qui n'est pas évidente au début. On appelle parfois cette syntaxe la notation littérale. La syntaxe utilisée avec les initialisateurs d'objets est la suivante. Ok. Où on a obj, donc il est ici là. Le nom de l'objet qu'on souhaite créer et chaque propriété i un identifiant, que ce soit un nom, un nombre ou une chaîne de caractères. Et chaque valeur i, donc propriété ici, valeur, et chaque valeur i, une expression dont la valeur sera affectée à la propriété i. S'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'objet obj par la suite, il n'est pas nécessaire de réaliser l'affectation à une variable. Attention alors à encadrer dans les parenthèses pour que le littéral objet soit bien interprété comme une instruction et non pas comme un bloc. Les initialisateurs d'objets sont des expressions et chaque initialisateur entraîne la création d'un nouvel objet dans l'instruction pour laquelle il est exécuté. Des initialisateurs d'objets identiques créant des objets distincts qui ne seront pas équivalents. Les objets sont créés de la même façon qu'avec newObject. Les objets créés à partir d'une expression littérale seront des instances d'objets. Donc là, on a la notion d'expression littérale et de instance d'objet. L'instruction suivante crée un objet et l'affecte à une variable x si et seulement si l'expression compte est vraie. Donc dans l'exemple suivant, on crée un objet Mahonda avec 3 propriétés, la propriété moteur et également un objet avec ses propres propriétés. C'est souvent utilisé les voitures pour faire des exemples sur ce genre de choses. De la même façon, on pourrait utiliser des initialisateurs pour créer des tableaux. Pour plus d'informations à ce sujet, voir les littéraux de tableaux. Donc les constructeurs. Utiliser les constructeurs. On peut créer des objets d'une autre façon en suivant 2 étapes. On définit une fonction qui sera un constructeur définissant le type de l'objet. La convention pour nommer les constructeurs est d'utiliser une majuscule comme première lettre pour l'identifiant de la fonction. On crée une instance de l'objet avec new. Pour définir le type d'un objet, on crée une fonction qui définit le nom de ce type et les propriétés et méthodes des instances. Ainsi, si on souhaite créer un type d'objet pour représenter des voitures, on pourra nommer ce type voiture et il pourra avoir des propriétés pour le fabricant, le modèle et l'année. Pour ce faire, on pourra écrire la fonction suivante. Donc ça, on le verra après, ça. Donc là, il écrit fonction, voiture avec la majuscule. Là, il marque à l'intérieur fabricant, modèle, année. Et après, il marque tease, fabricant égale fabricant, tease modèle
égale modèle, teaseAnnée égale année. Et avec les classes, on va utiliser aussi le terme constructeur. On voit qu'ici, on utilise le mot-clé tease pour affecter des valeurs aux propriétés d'un objet en fonction des valeurs passées en argument de la fonction. C'est pas facile à comprendre cette phrase. On peut désormais créer un objet ma voiture de la façon suivante. Donc là, il marque var, il faudrait marquer let ou const, égale new voiture. Donc ça, c'est l'opérateur new. Donc c'est pour créer une instance de l'objet voiture. Et donc dedans, il met eagle, talon, 1993. Donc ça va afficher ce qui est mis ici, ça va être remplacé ici. Là. Voilà. Donc cette instruction crée un objet ma voiture et lui affecte les valeurs fournies pour ses propriétés. On obtient donc ma voiture.fabricant qui sera la chaîne de caractères eagle. Ma voiture.année qui sera l'entier 1993 et ainsi de suite. Grâce à ce constructeur, on peut ensuite créer autant d'objets voitures que nécessaire par exemple. Donc là, il met ma voiture Morgan, new voiture, donc Audi A3 2005, ok. Ma voiture Max. Donc voiture Max, donc là new voiture Mazda, donc là il crée deux voitures, quoi, deux objets pour ces deux voitures différentes. Un objet peut avoir une propriété qui est elle-même un objet. Ainsi si on définit un type d'objet personne de cette façon, donc là on le voit là, et qu'on instancie de nouveaux objets personne avec new person, là on peut le voir, on pourra réécrire la fonction de définition pour le type voiture pour inclure une propriété propriétaire qui est représentée par un objet personne. On a fabricant, modèle année, propriétaire, tease fabricant, tease modèle, tease année, tease propriétaire. Pour instancier des nouveaux objets, on pourra donc utiliser. On notera que le dernier argument n'est pas une chaîne de caractères ou une valeur numérique, mais bien un objet. Les objets Max et Morgy sont passés en argument pour représenter les propriétaires. Ainsi, si on veut obtenir le nom du propriétaire pour voiture 2, on peut accéder à la propriété de la façon suivante, voiture2.propriétaire.nom. Et il est toujours possible d'ajouter une propriété à un objet défini précédemment. Par exemple, on peut ajouter une propriété à l'objet voiture 1 avec l'instruction voiture1.couleur égale noir. Ici, on ajoute une propriété couleur à voiture 1 et on lui affecte une valeur noire. Cependant, cela n'affecte pas les autres objets voiture. Pour ajouter une nouvelle propriété à tous les objets, il faut rajouter la propriété au constructeur voiture. Donc après, on rentre dans la méthode, utiliser la méthode object.create. Donc utiliser la méthode object.create, ça je vais utiliser après l'object dans le code, on va voir ça. Donc les objets peuvent également être créés en utilisant la méthode object.create. Cette méthode peut s'avérer très utile car elle permet de choisir le prototype pour l'objet qu'on souhaite créer sans avoir à définir un constructeur. Donc là on a un exemple, propriété pour animal et encapsulation des méthodes. Ici on crée un nouveau type d'animal, animal 1. Et là, on crée un type d'animal poisson. L'héritage. Tous les objets JavaScript héritent d'un autre objet. L'objet dont on hérite est appelé prototype. Et les propriétés héritées peuvent être accédées via l'objet prototype du constructeur. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'héritage, voir la page sur l'héritage et la chaîne de prototype. Indexer les propriétés d'un objet. Il est possible d'accéder à une propriété via son nom et via son indice ordinal. Si on définit une propriété grâce à un nom, on accédera toujours à la valeur via le nom. De même, si on définit une propriété grâce à un indice, on y accédera toujours via son indice. Cette restriction s'applique lorsqu'on crée un objet et ses propriétés via un constructeur et que l'on déclare les propriétés explicitement. Par exemple, avec ma voiture.couleur égale rouge, si on définit une propriété d'un objet avec ma voiture, entre crochets 5 avec égale 25 km/h, on pourra faire référence à cette propriété grâce à ma voiture entre crochets et 5 à l'intérieur. Ouais. Il existe une exception à cette règle lorsqu'on manipule des objets semblables à des tableaux provenant d'API web tels que l'objet Forms. Pour ces objets semblables à des tableaux, on peut accéder à une propriété de l'objet grâce à son nom si l'attribut name est utilisé sur l'élément HTML ou grâce à son index selon l'ordre dans le document. Ainsi, si on souhaite cibler un élément form, donc ça c'est la balise HTML form, du document possédant un attribut name qui vaut mon form et que cet élément est le deuxième élément du document, on pourra y accéder avec document.forms, crochet et à l'intérieur 1. Ok, donc il y a deux autres manières d'y accéder. Définir des propriétés pour un type d'objet. On peut ajouter une propriété à un type précédemment défini en utilisant la propriété prototype. Cela permet de définir une propriété qui sera partagée par tous les objets d'un même type plutôt qu'elle ne soit définie que pour un seul objet. Le code suivant permet d'ajouter une propriété couleur à tous les objets de type voiture. On affecte ensuite une valeur à cette propriété pour l'objet voiture. Donc ça c'est les prototypes, ça c'est une notion avancée en JavaScript, quoi, c'est difficile à comprendre. Donc on peut voir qu'on définit des propriétés sur tous les objets avec prototype. Pour plus d'informations, voir l'article sur la propriété prototype et l'objet function de la référence JavaScript. Donc ce qui est marrant avec le MDN, c'est qu'à chaque fois ça renvoie sur d'autres pages pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui fait que c'est pour ça que le JavaScript c'est très compliqué,
d'apprendre le JavaScript, en tout cas de monter en niveau dans le langage. Définir des méthodes. Une méthode est une fonction associée à un objet. Autrement dit, une méthode est une propriété d'un objet qui est une fonction. Donc ça, on l'avait déjà vu, ça. Les méthodes sont définies comme des fonctions normales et sont affectées à des propriétés d'un objet. Voir la page sur les définitions de méthodes. Donc nom objet, point nom méthode égale nom fonction. Ok. Avec nom objet qui est un objet existant, nom méthode est le nom de la propriété à laquelle on souhaite affecter la méthode et nom fonction est le nom de la fonction. On peut ensuite appeler la méthode sur l'objet. Donc objet, point, nom méthode, paramètre. Ouais. On peut définir des méthodes pour un type d'objet en incluant la définition de la méthode dans le constructeur. Par exemple, on peut définir une fonction qui mettrait en forme et qui afficherait les propriétés d'un objet voiture. Par exemple, fonction affiche-moi voiture, là on a résultat, une tis fabricant, ouais ok. On peut ensuite ajouter cette fonction comme méthode dans le constructeur avec cette instruction, tis.affiche-voiture égale affiche-voiture. La définition complète serait donc, d'accord. On pourra donc ensuite appeler la méthode affiche-voiture pour chaque objet de ce type. Utiliser tis. JavaScript possède un mot-clé spécial tis, qui peut être utilisé à l'intérieur d'une méthode pour faire référence à l'objet courant. Ça c'est important ça. Qui peut être utilisé à l'intérieur d'une méthode pour faire référence à l'objet courant. Par exemple, si on a une fonction valider qui permet de valider la propriété valeur d'un objet en fonction d'un seuil minimum et d'un seuil maximum. Ces fonctions pourraient ensuite être appelées via le gestionnaire d'événements onChange pour les éléments d'un formulaire et la valeur pour l'élément du formulaire serait passée en argument. Ok, donc là on le voit, là ici il y a le tease. En général, tease fait référence à l'objet appelant de la méthode. Donc là aussi c'est important ça. Définir les accesseurs et des mutateurs getters et setters. Un accesseur est une méthode en getter en anglais, est une méthode qui permet de récupérer la valeur d'une propriété donnée. Un mutateur, setters, est une méthode qui permet de définir la valeur d'une propriété donnée. Il est possible de définir des accesseurs et des mutateurs sur chaque objet qui soit natif ou défini par l'utilisateur, qui supporte l'ajout de nouvelles propriétés. La syntaxe peut définir les accesseurs et mutateurs, utilise les littéraux objets. Dans l'exemple suivant, on ajoute des accesseurs et mutateurs à un objet existant O. Donc là, on le voit, là, le terme get. Donc get, c'est l'accesseur et set, c'est le mutateur. Donc voyons l'exemple, là on a A égale 7, get B, là ça fait 7, 8. Ouais, voilà, cet exemple-là, il faut le mettre en réel sur Visual Studio Code, il n'est pas clair. La propriété de l'objet O sont O.A un nombre, O.B un accesseur qui envoie la valeur de O.A plus 1. O.C est un mutateur qui définit la valeur de O.A avec la moitié de la valeur passée pour O.C. Ok. Pour utiliser une fonction déjà existante et la définir comme accesseur au mutateur d'un objet, on pourra utiliser la méthode object.defineProperty ou l'ancienne méthode object.prototype.defineGetter. Le code suivant illustre comment étendre le prototype date avec des accesseurs et mutateurs afin d'ajouter une propriété année pour toutes les instances du type date. Pour cela, on utilise les méthodes de date, getFoolYear et setFoolYear. Donc cette instruction utilise l'accesseur et le mutateur pour un objet date. Ouais. Donc là, on peut voir le code. En général, les accesseurs et mutateurs peuvent être définis en utilisant les initialisateurs d'objets, ajoutés par la suite avec une méthode pour ajouter un mutateur ou un accesseur. Lorsqu'on définit des accesseurs et des mutateurs avec des littéraux objets, il suffit de préfixer un accesseur par get et un mutateur par set. Bien entendu, la méthode pour l'accesseur nécessite aucun paramètre et le mutateur attend exactement un paramètre, la nouvelle valeur à définir. Par exemple, donc là on a un exemple. On peut aussi ajouter des accesseurs et des mutateurs par la suite après la création de l'objet avec la méthode object.defineProperties. Le premier argument de cette méthode est l'objet sur lequel on souhaite ajouter des propriétés. Le second argument est un objet qui représente les propriétés à ajouter. Ici, les mutateurs et accesseurs, voici un exemple pour lequel on définit les mêmes accesseurs et mutateurs que précédemment. Donc c'est pas facile à comprendre leur exemple. Selon le résultat qu'on souhaite obtenir, on utilisera l'une des deux formes. Si on connaît bien la structure de l'objet lorsqu'on le définit, on les ajoutera au constructeur. Si on utilise des éléments dynamiques et que la structure de l'objet évolue, on utilisera la deuxième façon. Donc supprimer des propriétés. Il est possible de retirer des propriétés propres, celles qui ne sont pas héritées, grâce à l'opérateur delete. Le code suivant montre comment retirer une propriété. Donc là il retire delete mon objet.a, donc il retire la propriété A, ok. Il est aussi possible de supprimer une propriété de l'objet global avec delete si le mot-clé var n'est pas utilisé. Donc comparer des objets. En JavaScript, les objets fonctionnent par référence. Ça c'est important. Deux objets distincts ne sont jamais égaux, même s'ils ont les mêmes valeurs pour les mêmes propriétés. On aura une équivalence uniquement si on compare un objet avec lui-même. Donc là ils font deux objets, free, free2, là on voit que non pomme, donc c'est exactement la même propriété. Par contre, si on les compare, free et free2, le retour c'est faux, c'est pas pareil. Deux variables avec un même objet.
Donc là, il marque, donc il crée free, l'objet free, et dans la variable free2, ils vont mettre l'objet free. Donc ils affectent la même référence. Donc la même référence, c'est pas les mêmes valeurs, on dirait. Dans ce cas, free et free2 pointent vers le même objet. Free égale free2, free strictement égal à free2. Ça retourne vrai dans les deux cas. Free.non égale raisin. Console log free2 affiche non raisin, non pomme. Bon, ok. Donc après, on a, pour aller plus loin, voir les détails du modèle objet JavaScript. Pour en savoir plus sur les classes, ECMA Script 2015, une nouvelle façon de créer des objets, lire le chapitre sur les classes JavaScript. Donc on voit que les objets, c'est quand même assez lourd. Et on voit que c'est la base de beaucoup de choses en JavaScript. Donc là, j'avais cliqué sur le lien, donc accesseurs de propriétés. Qu'est-ce qu'ils en disent? Les accesseurs de propriétés permettent de fournir un accès aux propriétés d'un objet en utilisant une notation avec un point ou une notation avec des crochets. Là, on a l'exemple avec John Doe. Là, si je fais run, ok. Donc sur l'instruction for in permet d'itérer sur les propriétés énumérables d'un objet qui ne sont pas des symboles. Pour chaque propriété obtenue, on exécute une instruction ou plusieurs grâce à un bloc d'instruction. Là, je fais run, ça fait quoi? Là, il n'y a pas d'exemple. Donc la syntaxe for, variable in object, ok, instruction. Donc variable, un nom de propriété différent est assigné à la variable à chaque itération de la boucle. Objet, l'objet dans les propriétés énumérables et qui ne sont pas des symboles sont parcourus par la boucle. Donc ça, il faut que j'en fasse une vidéo de ça. Donc rattachement et caractère énumérables des propriétés. Les propriétés dites énumérables sont celles pour lesquelles la caractéristique interne, enumerable, vaut true. C'est le cas par défaut pour les propriétés qui sont créées grâce à une affectation simple ou grâce à un initialisateur de propriétés. Les propriétés définies avec des méthodes analogues, object.defineProperty, auront enumerable à false. Les propriétés énumérables sont celles qui seront parcourues dans une boucle for in, sauf si le nom de la propriété est un symbole. Le rattachement des propriétés est déterminé selon que la propriété est directement rattachée à l'objet et non à sa chaîne de prototype. Il est également possible de récupérer l'ensemble des propriétés d'un objet. Dans le tableau suivant, on détaille les moyens possibles pour détecter, parcourir, énumérer et récupérer les propriétés d'un objet. Caractère énumérable et rattachement, méthode native pour détecter, récupérer et parcourir les propriétés. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? Fonctionnalité détection, rattachement direct à l'objet, récupération objet keys. Donc ça, on va le voir après, ça, dans le console log. Parcourir objet keys. Ouais, donc obtenir les propriétés selon leur caractère énumérable et selon leur rattachement. Ok, donc on a pas mal de trucs là. Donc on voit que c'est balèze. Donc là tout à l'heure on avait vu object.getOnPropertyNames. La méthode renvoie un tableau de toutes les propriétés, qu'elles soient énumérables ou non, tant qu'elles ne sont pas désignées par un symbole. Faut que je regarde ce que c'est son symbole à lui là. Propre à un objet, c'est-à-dire n'étant pas hérité via la chaîne de prototype. Là on a un exemple, console log, résultat attendu. Ok, donc ça ressort toutes les clés de l'objet quoi. L'objet dont seront listées les propriétés propres, énumérables et non énumérables, donc ça c'est pour les paramètres, et les valeurs de retour, un tableau de chaîne de caractères qui sont les noms des propriétés propres, celles directement rattachées à l'objet, et l'objet passé en argument. Ok, donc là le symbole, qu'est-ce qu'ils appellent le symbole? Un symbole est un type de donnée primitif représentant une donnée unique et inchangeable qui peut être utilisé afin de représenter des identifiants pour des propriétés d'un objet. L'objet symbole est un conteneur objet implicite pour le type de donnée primitive symbole. Ouais, là on a un exemple. Description, une chaîne de caractères optionnels correspond à une description. Alors symbole, description en paramètre. Donc c'est facultatif. Une chaîne de caractères optionnels correspond à une description du symbole. Elle peut être utile pour débugger, mais pas pour accéder au symbole. Alors description. Pour créer un nouveau symbole, il suffit d'appeler symbole, éventuellement avec une chaîne de caractères descriptive. Le fragment de code ci-dessous permet de créer 3 nouveaux symboles. On notera que l'instruction symbole Toto ne convertit pas la chaîne Toto en un symbole. On crée bien un nouveau symbole pour chaque instruction ci-avant. La syntaxe suivante utilisant l'opérateur new entraînera une exception type error. Cela est fait pour empêcher d'écrire un conteneur, donc un wrapper, wrapper ça veut dire enveloppeur en anglais, explicite de symbole, plutôt qu'une nouvelle valeur. Cela peut être surprenant car généralement on peut créer des objets autour de types primitifs, par exemple avec new boolean, new string et new number. Si on souhaite obtenir un objet contenant un symbole, on pourra toujours utiliser la fonction object. Donc là les symboles, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc là je laisse tomber ça. Donc là la méthode objectKey, on va le voir après dans le console log. La méthode objectKeys renvoie un tableau contenant les noms des propriétés propres à un objet qui ne sont pas héritées via la chaîne de prototype et qui sont énumérables. L'ordre de ce tableau est le même que celui obtenu par une boucle for in. À la différence qu'une boucle for in liste également les propriétés héritées. Là on a un exemple, donc ça fait la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Alors l'initialisateur d'objet, qu'est-ce que c'est? Il est possible d'initialiser un objet en utilisant les notations new object.
Object Create, ou grâce à un littéral appelé initialisateur. Un initialisateur d'objet est une liste contenant plusieurs, éventuellement 0, propriétés séparées par des virgules, et leur valeur associée, cette liste étant entourée d'accolades. Donc là on a un exemple, const objet, ouais. Là si je clique sur une, j'ai foo42, foo qui s'affiche. Bon là je vois pas trop le truc. L'object.create avec les parenthèses. Donc la méthode object.create crée un nouvel objet avec un prototype donné et des propriétés données. Là on a un exemple. Donc en paramètre là c'est proto, l'objet qui sera le prototype du nouvel objet créé. Ouais, bon là j'y suis pas encore. Donc là qu'est-ce qu'on a sur héritage et chaîne de prototypes? JavaScript peut prêter à confusion lorsqu'on est habitué à manipuler des langages de programmation manipulant les classes, tels que Java ou C++. En effet, JavaScript est un langage dynamique et ne possède pas de concept de classe à part entière. Le mot-clé classe a certes été ajouté avec ES 2015, mais il s'agit uniquement de sucre syntaxique. JavaScript continue de reposer sur l'héritage prototypique. Donc le sucre syntaxique, alors en français, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on va sur Wikipédia, le sucre syntaxique est une expression imaginée par Peter John Landin pour désigner les extensions à la syntaxe d'un langage de programmation qui ne modifie pas son expressivité, le rend plus agréable à écrire comme à lire. Le sucre syntaxique exprime le fait de donner aux programmeurs des possibilités d'écriture plus succinctes ou plus proches d'une notation usuelle. À la différence du sel syntaxique, on nomme par opposition au sel syntaxique les fonctionnalités conçues pour rendre plus difficile l'écriture de programmes erronés. En gros, le sucre syntaxique, c'est pour faciliter les choses, quoi. Pour quelqu'un qui programme, genre qui vient du C et qui voudrait faire du JavaScript. En ce qui concerne l'héritage, JavaScript n'utilise qu'une seule structure, les objets. Chaque objet possède une propriété privée qui contient un lien vers un autre objet appelé le prototype. Donc le prototype c'est un objet quoi. Ce prototype possède également son prototype et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un objet est nul comme prototype. Par définition nul, ne possède pas de prototype et est ainsi le dernier maillon de la chaîne de prototype. La majorité des objets JavaScript sont des instances de object, qui est l'avant-dernier maillon de la chaîne de prototype. Bien que cette confusion entre classe et prototype soit souvent avancée comme l'une des faiblesses de JavaScript, le modèle prototypique est plus puissant que le modèle classique et il est notamment possible de construire un modèle classique à partir d'un modèle prototypique. Héritage et chaîne de prototype, propriétés héritées. Les objets JavaScript sont des ensembles dynamiques de propriétés. Les propriétés directement rattachées à un objet sont appelées propriétés en propre, own properties. Les objets JavaScript possèdent également un lien vers un objet qui est leur prototype. Lorsqu'on tente d'accéder aux propriétés d'un objet, la propriété sera recherchée d'abord sur l'objet même, puis sur son prototype, puis sur le prototype du prototype et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit trouvée ou que la fin de la chaîne de prototype ait été atteinte. Donc là on a une note sur la spécification ECMAScript. Voici ce qui se produit lorsque l'on tente d'accéder à une propriété. Donc là on a un autre exemple de code. Voilà le code, ok, d'accord. Lorsqu'on définit une propriété sur un objet, cela définit une propriété en propre. La seule exception se produit lorsqu'on définit un accesseur et ou un mutateur sur une propriété héritée. Donc méthode héritée, c'est quoi? JavaScript ne possède pas de méthode au sens des langages de classe. En effet, en JavaScript, toute fonction associée à un objet est également une propriété. Une fonction héritée se comportera comme n'importe quelle autre propriété, y compris pour l'ombrage mentionné ci-avant, où on pourra parler de surcharge. Donc ça, je sais pas si c'est une erreur de traduction, parce que là, c'est bizarre ça en français, de dire ça comme ça. Lorsqu'une fonction héritée est exécutée, la valeur de tease pointe vers l'objet hérité et non vers l'objet prototype qui possède la fonction comme propriété en propre. Donc là, on a un exemple de code. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Utiliser les prototypes avec JavaScript. Regardons un peu plus en détail ce qui se déroule en arrière-plan. En JavaScript, comme mentionné ci-dessus, les fonctions peuvent avoir des propriétés. Toutes les fonctions ont une propriété spéciale intitulée prototype. Donc là on a un code, comme mentionné avant, faire un truc, possède une propriété par défaut prototype. Après avoir exécuté ce code dans une console, la console devra afficher un objet semblable à, donc c'est là ce que l'on voit là souvent là, le constructor, le proto, dedans il y a constructor as on property, is prototype of, property is enumerable, to local string, to string, value of. On peut ajouter des propriétés au prototype de faire un truc, comme suit, fonction faire un truc, ok, produira le résultat suivant. On peut utiliser l'opérateur new afin de créer une instance de faire un truc basée sur ce prototype. Pour utiliser l'opérateur new, il suffira d'appeler la fonction et de précéder cet appel avec le mot-clé new. Lorsqu'on appelle une fonction avec un opérateur new, celle-ci renvoie un objet qui est une instance de la fonction. On peut ensuite ajouter des propriétés sur cet objet. Voyons le code qui suit. Donc là on a le code. Exécuter ce code produira le résultat suivant dans la console. Donc on voit que les prototypes c'est pas évident. Donc là qu'est-ce qu'ils disent? Les différentes façons de créer des objets et les impacts sur la chaîne de prototypes. Donc objet créé avec les raccourcis syntaxiques littéraux. Donc
on a le code. Objet créé avec un constructeur en JavaScript. Un constructeur est juste une fonction que l'on invoque avec l'opérateur new. Donc ça c'est important ça. En JavaScript, un constructeur est juste une fonction que l'on invoque avec l'opérateur new. Ça on le voit dans les classes ça. Donc là ouais, ok, le code, ok. Objet créé avec object.create. ECMAScript 5 a introduit une nouvelle méthode. Object.create. Appeler cette méthode crée un nouvel objet et le prototype de cet objet est le premier argument de cette fonction. Donc la suppression des propriétés avec delete. Objet créé avec le mot-clé classe. ECMAScript 2015 introduit plusieurs mots-clés destinés à créer du sucre syntaxique pour manipuler des classes. Ces mots-clés sont classe, constructor, static, extend et super. Ça je vais le voir après ça. Donc là on a un exemple de code. Performance. Le temps de recherche des propriétés sera plus élevé si ces propriétés sont situées plus loin dans la chaîne de prototype. Tenter d'accéder à ces propriétés éloignées pourra avoir un impact négatif sur les performances. De plus, tenter d'accéder à des propriétés inexistantes entraînera toujours le parcours de l'ensemble de la chaîne de prototype. Lorsqu'on parcourt les propriétés d'un objet, toutes les propriétés énumérables situées sur la chaîne de prototype seront parcourues. Pour vérifier si un objet possède une propriété en propre, plus que via sa chaîne de prototype, on devra utiliser la méthode asOwnProperty, qui est héritée grâce à object_prototype. Prenons un exemple concret avec le cas du graphe traité dans un exemple précédent. Bon ok, donc là on a un exemple. Qu'est-ce qu'ils disent? La mauvaise pratique, étendre les prototypes natifs. Ouais, résumer des méthodes pour étendre la chaîne de prototypes. Bon, les prototypes, là c'est déjà du JavaScript, il faut toucher quoi. Faut maîtriser, c'est du... Là on n'est plus trop débutant là. Donc on voit quand même que les prototypes c'est pas facile à comprendre. Function.prototype. La propriété function.prototype représente le prototype de l'objet fonction. Ok, donc définir une méthode, qu'est-ce qu'ils appellent définir une méthode? Donc avec ECMAScript 2015 ES6, il est possible d'utiliser une notation plus courte pour définir des méthodes au sein des littéraux objets. On peut ainsi définir plus rapidement une fonction qui sera utilisée comme méthode. Là on a un exemple, la syntaxe. La notation raccourcie est semblable à la syntaxe introduite par ECMAScript 5 pour les assesseurs et les mutateurs. Là on a le code suivant, donc le code il est là, on peut désormais être raccourci en toto, ouais bah, c'est à dire que oui le fonction il dégage, on garde juste les parenthèses des arguments et on met directement les accolades, c'est ce que je fais depuis le début, donc sans le savoir c'est une notation raccourcie, voilà. Notation raccourcie pour les générateurs. Les générateurs sont des méthodes et peuvent donc être définis en utilisant la notation raccourcie. Je ne sais pas ce que c'est un générateur. La déclaration fonction, le mot-clé function suivi par un astérix, permet de définir un générateur, aussi appelé une fonction génératrice. Un générateur est un objet générateur. Ok, donc là on a un bout de code. Là on peut voir sa syntaxe. Là on a une description. Les générateurs sont des fonctions qu'il est possible de quitter puis de reprendre. Le contexte d'un générateur, les liaisons avec ses variables et sauvegardées entre les reprises successives. Les générateurs combinés avec les promesses sont des outils de programmation asynchrone puissants qui permettent de réduire les inconvénients causés par les callbacks, fonctions de rappel et l'inversion de contrôle. Ok, donc ça me dit pas ce que c'est exactement un générateur. Donc là je vais cliquer sur l'objet générateur, voir. Donc l'objet générateur est renvoyé par une fonction génératrice. C'est à la fois un itérateur et un itérable. Ok, mais là en français ça veut dire quoi tout ça? Donc ça je verrai ça plus tard. Donc là l'opérateur tease, tant que j'y suis, en JavaScript, le mot-clé tease se comporte légèrement différent des autres langages de programmation. Son comportement variera également légèrement selon qu'on utilise le mode strict ou le mode non strict. Dans la plupart des cas, la valeur de tease sera déterminée à partir de la façon dont une fonction est appelée. Il n'est pas possible de lui affecter une valeur lors de l'exécution et sa valeur peut être différente à chaque fois que la fonction est appelée. La méthode bind a été introduite avec ECMAScript 5 pour définir la valeur de tease pour une fonction indépendamment de la fonction dont elle est appelée. ECMAScript 2015 ES6 a ajouté les fonctions fléchées dans lesquelles tease correspond à la valeur du contexte englobant. Là il y a un exemple, run, ça sort 42. Donc ok, là ça c'est le gate, ça c'est les fonctions, la getter et l'autre, la setters là. La syntaxe get permet de lier une propriété d'un objet à une fonction qui sera appelée lorsqu'on accédera à la propriété. Définir un assesseur avec l'opérateur get. Ok. Là on a l'opérateur set, donc ça c'est le mutateur. La syntaxe set permet de lier une propriété d'un objet à une fonction qui sera appelée à chaque tentative de modification de cette propriété. Là on a un exemple, et donc c'est bien le mutateur. La méthode statique object.defineProperty permet de définir une nouvelle propriété ou de modifier une propriété existante directement sur un objet. La méthode renvoie à l'objet modifié. Donc là on a toujours syntaxe, description. L'opérateur delete permet de retirer une propriété d'un objet. Donc là on a une syntaxe, run, just undefined. Donc les opérateurs de comparaison, bon ça on connaît. Le modèle objet JavaScript en détail. JavaScript est un langage objet basé sur des prototypes plus que sur des classes. Ces différences peuvent rendre difficile la compréhension des hiérarchies entre objets, leur création, l'héritage de propriétés et de leurs valeurs.
L'objectif de ce chapitre est de clarifier ces différents éléments en expliquant le modèle prototypal et ses différences avec un système de classes. Avant de lire ce chapitre, il est conseillé d'avoir quelques bases en JavaScript, notamment en ayant déjà écrit quelques fonctions et manipulé des objets. Donc on a quand même des ressources, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Hein. Ok, voilà, donc c'est assez long. Hein. C'est très long, donc ok, donc ça je le lirai plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les classes, je vais bientôt les voir. Hein. Qu'est-ce que c'est une classe? Les classes JavaScript ont été introduites avec ESMAScript 2015. Elles sont un sucre syntaxique par rapport à l'héritage prototypal. Donc en gros, c'est pour faciliter l'utilisation de l'héritage prototypal. En effet, cette syntaxe n'introduit pas un nouveau modèle d'héritage avec JavaScript. Elle fournit uniquement une syntaxe plus simple pour créer des objets et manipuler l'héritage. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est des trucs plus simples. Donc ok pour les classes, donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo.